Le premier truc que je veux voir installé, c'est la tireuse à bière. J'étais une ninja de la dissimulation, je me planquais. À quel moment ça a merdé? Là, c'est peut-être un peu grave quand même. Parce que je viens de mentir. En fait, tu vas crever là, Charlie. Vraiment, la prochaine étape, c'est que tu vas mourir. J'aurais dit, bon bah en fait non, à partir de maintenant, je vais essayer de ne plus boire parce que je suis alcoolique. A contrario, c'est le moment où moi, je deviens complètement folle. Les gens qui disent, non mais moi, je suis alcoolique mondain. Ouais, t'es alcoolique tout court en fait. Et là, ce gars qui dit, non mais moi, je bois qu'un verre de vin blanc. Ah mais ouais, en fait, c'est pas une histoire de quantité, quoi. Salut Charlotte. Salut. Je suis trop contente de t'avoir parce que, en fait, on se suit depuis un certain temps sur les réseaux. On s'était croisés donc au Paris sans alcool. Ouais. Tu faisais une intervention et t'es arrivée en disant, je pense que t'es arrivée en disant un truc du genre, je suis alcoolique et en assumant cette parole forte. Ça m'a vachement plu parce que ça me parle aussi et que c'est un peu ma vision des choses. Je t'ai aussi croisée, c'est marrant, mais récemment dans un mémoire d'une addictologue. Oui, c'est vrai. Où nos Il y a eu deux ça noms aussi. étaient côte à côte. En lisant, je trouvais que ouais, il y avait vraiment des similitudes. Donc, je trouve ça assez chouette de t'avoir pour pouvoir un peu échanger sur, je pense aussi, nos visions respectives et en tout cas avoir ta vision à la fois de la dépendance à l'alcool et de la sobriété. Et justement, à ce sujet-là, tu as écrit un livre qui s'appelle « Et toi, pourquoi tu bois ?» Tu avais lu « Sans alcool comme moi » de Claire Touzard. Ouais. Comme moi, ça avait été ton livre de chevet. Ah ouais, ça a complètement. Enfin, c'était comme un journal de sobriété, quoi. Vraiment au tout début. Ouais. Et du coup, tu avais envie de raconter l'avant avec ton livre, c'est ça? C'est un peu ça. Enfin, en tout cas, ça a été une. Parce qu'il y a eu Sans alcool, je me suis dit que j'écrivais celui-là. Je pense qu'il y aurait peut-être pas eu Sans alcool de Claire Souzard. Il y aurait peut-être pas eu le livre, ouais. Ah ouais? Ah, c'est marrant, ouais. Tu t'es dit vraiment, il manque finalement une étape. En fait, je l'ai trouvé génial ce livre. Vraiment, enfin, il est super. Et puis, en plus, c'était quand même un des premiers livres qui parlait aussi frontalement d'alcoolisme au féminin. Et c'est vrai qu'à sa lecture, mais qui en plus il est sorti pile au moment où j'arrêtais de boire, enfin peut-être un mois avant, quoi. Donc ça a vraiment été mon livre de chevet. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure de la lecture, je me disais, j'aurais aimé savoir comment elle se défonçait. Alors peut-être avec une curiosité un peu bizarre, mais il me manquait un tout petit peu l'avant. Comment elle se défonçait, à quoi elle pensait, comment elle passait inaperçue, un peu ce truc du quotidien en fait. Il me manquait presque un peu ce truc-là, mais parce que l'après était tellement bien raconté que voilà, c'était un peu juste cet avant. Tu es la première personne qui vient dans le podcast et qui a plus d'années de sobriété que moi. J'ai envie, moi, d'apprendre de toi. Je pense aussi que les gens ont envie de savoir. On n'est pas entre expertes, on le sait, toi comme moi, on parle juste de nos expériences personnelles, mais je pense quand même que ça permet aux gens de s'identifier, tu vois, et de savoir effectivement comment ça va se passer. Moi, je suis à 2 ans, toi, tu es à plus de 4 ans, donc je pense aussi, tu vas me dire, mais il y a peut-être des choses qui changent au fur et à mesure. Du coup, est-ce que tu veux bien te présenter? Je m'appelle Charlotte, j'ai 35 ans. D'un point de vue pro, je suis ingénieur agro, puis diplômée de journalisme. J'ai été journaliste pendant quelques années, pas mal d'années, notamment en radio. Métier que j'ai fait, que j'ai adoré pendant quelques années. Puis au bout d'un moment, j'avais envie d'un peu plus de sens, d'un peu plus de concret, je crois, en fait, surtout. Et surtout que du coup, je traitais des sujets agricoles essentiellement. Et puis à un moment, je me suis dit, à force de raconter les histoires des agriculteurs, je crois que j'ai peut-être aussi un peu envie de les faire bosser. Et c'est le moment où un de mes meilleurs potes est venu me chercher en me disant, « Hey Charlie, on n'ouvrirait pas un resto ?» Au début, je lui ai dit, mais non, en fait, j'ai quelques diplômes, mais pas celui-là. Et puis en fait, je lui ai dit, d'accord, mais alors il y a une seule condition, c'est qu'on bosse 100% en direct des agriculteurs. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On a ouvert un resto que j'ai eu pendant quelques années et que j'ai fini par vendre. Et depuis, j'ai fait de l'événementiel. J'ai bossé dans l'anti-gaspi alimentaire, dans la bouffe, quoi. Et j'ai écrit ce livre. Tu as commencé à l'écrire avec combien de temps de sobriété? Presque 2 ans, 1 an et demi. Ouais. Quand finalement on m'a dit, parce que c'est ni plus ni moins un addictologue qui m'a dit, mais en fait vous êtes malade alcoolique. Quand on m'a dit que j'étais malade alcoolique, moi je suis un peu tombée des nues, oui quand même, parce qu'en fait j'étais dans un tel déni, malgré 12 litres de bière par jour quand même, mais donc j'étais quand même un vrai déni.
Et quand on m'a dit ça, je me suis dit, waouh, c'est la merde en fait. Parce que ce mot, il est lourd de sens. Et c'est presque un gros mot, un peu, d'ailleurs. Combien de fois on a entendu, ouais, non, mais lui, il est alcoolo, lui, enfin, c'est horrible. Et donc, en fait, rapidement, je me suis dit, bon, bah, il va falloir. C'était le moment où j'avais un resto en plus. Et je me suis dit, bon, bah, vu qu'il faut que j'arrête de boire, parce que je suis sous traitement qui implique plus une goutte, etc. Enfin, je me suis dit, bah, il va falloir que je formule ce mot. Et c'était aussi une manière de me l'approprier. Et donc, en fait, dès le lendemain, finalement, à mes clients qui avaient l'habitude de me voir trinquer avec eux en fin de service, là, je leur ai dit, bon, bah, en fait, non, à partir de maintenant, je vais essayer de ne plus boire parce que je suis alcoolique. Et en fait, ce qui s'est passé quasiment à chaque fois que je disais ça, c'était soit, oh, mais tu déconnes, t'es pas alcoolique. Ouais. Et en même temps, j'avais envie de leur dire, bah oui, évidemment que tu n'as pas vu. Je me suis cachée pendant tellement longtemps. J'étais ninja de la dissimulation. Je me planquais, mais vraiment, j'attends mon pins. Il est où? mais donc évidemment que les gens n'ont pas vu. Tes amis ne savaient, Si, il y en avait quand même quelques-uns qui avaient vu, mais qui soit m'en parlaient peu parce que c'était tellement compliqué de m'en parler. Je les envoyais chier à tout va et c'était pas facile. Soit m'en parlait et moi j'avais l'impression d'être grondée à chaque fois en fait. Donc c'était pas évident. Je pense que tu avais un profil un peu aussi bon élève, tu faisais, si j'ai bien... Ouais. Pas de bêtises à dire ça. Profil bon élève, ouais. Et je voulais pas faire trop de vagues moi. Voilà, pareil. Et en fait, par contre, j'aimais bien l'interdit. Je pense qu'à partir d'un certain âge, il y avait un peu ce truc-là aussi de franchir la limite et tout. À mort. Bah complètement. Il y avait un truc un peu de... Partagé entre le truc de grand. Ça, je pense à quand j'ai 15-16 ans. Un peu en mode je fais comme les grands, c'est un truc de cool kid quoi. Et un truc où tu te rends compte quand même que quand tu dépasses tes limites, c'est un peu rock'n'roll, c'est un peu rebelle, je sais pas, parce que finalement on est très nombreux à le faire et donc il y a peut-être pas grand chose de rebelle là-dedans. Mais c'est un peu subversif. Enfin, moi je sais que mon idole était Amy Winehouse quoi. Il y avait un truc un peu de défonce sexy rock quoi. Complètement, ouais. Mais d'ailleurs, c'est marrant que tu dis subversif parce que justement, dans le livre de Claire Toussard, mais c'est même sur sa couve, je crois, tu sais, elle dit la sobriété est beaucoup plus subversive qu'on ne le pense. Et en fait, c'est plus cette sob qui est subversif en réalité que de suivre la norme et de se défoncer. Mais à cet âge-là, effectivement, pour nous, c'est méga subversif et rock'n'roll. Et justement, et je trouve qu'il y a vraiment le parallèle avec le côté, effectivement, quand tu es bon élève, etc., au bout d'un moment, de franchir ses frontières et de sortir un peu, de pouvoir s'autoriser à sortir de ce rôle-là et exister différemment. Moi, je pense que ça a été un moteur. Enfin, je sais pas, justement, toi, Charlotte, tu buvais pourquoi? Oh là là. Ah ouais, il y avait moi, j'ai une picole multifactorielle. Vraiment. Moi, en tout cas, j'ai essayé un peu d'imaginer mon alcoolisme comme un grand puzzle. Et en fait, tout a joué un rôle. Mais vraiment, tout a joué un rôle. Et je pense qu'on a plein de raisons de boire. Et moi, j'en ai eu plein, en tout cas. Et il y a eu plein de bonnes raisons. Et quelques-unes des moins bonnes quoi, mais parce qu'en fait on peut avoir plein de bonnes raisons de boire et encore aujourd'hui d'ailleurs je considère qu'on peut avoir plein de bonnes raisons de boire, la première étant peut-être le goût si on aime ça quoi. Peut-être la meilleure raison peut-être mais moi c'est vrai que j'ai vraiment une picole très multifactorielle et j'ai bu au tout début pour ma culture générale à 13 ans parce qu'on m'a servi un petit fond de Sauterne, mais au même titre qu'on m'a fait goûter du foie gras, une huître et un petit fond de Sauterne. Et c'était vraiment côté tradition, on partage, et je pense que ma famille ressemble à plein de familles. Elle a rien de très exceptionnel en France, on va dire. Donc il y a eu ce premier verre pour ce côté patrimoine, tradition. Il y a eu le côté au collège-lycée parce que c'est cool, quoi. Parce que justement, ce qu'on disait, c'est un peu rebelle, et on a envie de faire comme les grands. Et en plus, en tout cas, moi je sais qu'à ce moment-là, c'était le moment où j'avais un peu un corps en travaux. Je me sentais hyper complexée et je me rendais compte quand même que quand je buvais avec les copains, en plus dans une bande de potes hyper bien entourés et tout, il y avait un truc un peu de j'oublie mon corps, j'oublie mes kilos, j'oublie j'oublie ma puberté en fait, c'est un peu ce truc là quoi. Mais et je danse et je drague et c'est trop cool quoi en fait. Enfin c'est vraiment le truc léger quoi. Après en arrivant en école d'ingénieur, j'ai bu pour m'intégrer. Pour trouver ma place quoi, pour me faire des potes et parce que c'était vraiment le fil rouge de cette semaine d'intégration en tout cas j'ai commencé comme ça et je me suis rendu compte que ça mettait tout le monde un peu à niveau et que c'était vraiment une manière c'était intégrer moi quoi, pourvu que je fasse partie de la bande et on m'a pas forcé
Et puis après, j'ai fait une école de journalisme et j'ai atterri à Sciences Po à Paris. Et il y avait un truc un peu élite. Et c'était un peu une manière d'emmerder le monde, de boire dans ce monde un peu élitiste. Pour reprendre ce mot de Claire, il y avait un truc un peu subversif quand même de boire dans ce genre de milieu parce que je pense que en fait on attendait tellement de sérieux de nous. Il y avait on nous l'a beaucoup dit, vous allez intégrer les grandes rédactions. Enfin, il y avait un peu ce truc-là et clairement, on n'attendait pas de nous qu'on se la colle tous les week-ends, quoi. En tout cas, c'était pas le projet sur le papier. Et pour autant, j'ai eu aucun mal à trouver une bande de potes pour faire la fête. Clairement, je faisais pas la fête tout seul. On était une très bonne bande de copains hyper soudés et on faisait la teuf ensemble. Et mon appart, c'est le moment où d'ailleurs moi j'avais la chance d'être hyper bien logée à ce moment-là et mon appart est devenu le QG de nos soirées, quoi. C'était. Et tu dis dans le livre que du coup tu étais dans un déni par rapport à ta consommation d'alcool, que en fait quand tu es arrivé devant l'addicto, on va en reparler, mais en gros tu consommais 12 litres, c'est ça que tu disais? Ouais, jusqu'à 12 litres de bière par jour, ouais. Et en fait, avec le recul, donc sur le moment, tu ressentais pas en fait cette dépendance, en tout cas tu la nommais pas. Est-ce qu'avec le recul aujourd'hui, tu sais où est-ce qu'elle a commencé à s'ancrer? Alors, tu me parles d'expérience très tôt, mais est-ce que tu saurais dire... Moi, tu vois, il y a eu des fois où parfois, très tôt, quand j'ai consommé de l'alcool, je serais te dire, en fait, à ce moment-là, j'ai eu un petit truc qui s'est allumé dans mon esprit. Après, tu shut down. Je pense que sur le moment, une fois, ça m'est arrivé. Okay. En fait, je m'étais servi plein de verres de rosé chez moi, toute seule. Okay. Mais j'avais genre 17 ans. Et en fait, je m'étais servi un verre. J'étais là, putain, c'est vachement bien. J'ai envie d'un deuxième, puis j'ai envie d'un troisième, etc. Et en fait, le fait de m'être vue comme ça, je me suis dit, waouh. Ah, tu t'es observé quand même à ce moment-là? Parce que quand tu es seule chez toi et que tu t'enchaînes des verres et que tu sais que c'est pas un truc que tu es censé faire, tu peux pas t'empêcher de te dire que c'est pas pareil que quand tu es entouré de plein de gens ou que tu sors des limites, etc. Ou tu es avec d'autres qui font la même chose potentiellement. Et le fait de ressentir en moi, voilà exactement, et le fait de ressentir en moi aussi ce besoin d'y retourner, ça a allumé une petite lumière que j'ai vite éteinte. Mais je sais que du coup, le truc addict, le terreau était fertile, en tout cas. Il y a un truc comme ça où Est-ce que toi, finalement, peut-être pas, hein, mais avec le recul, t'as... Non, si, il y a forcément des moments... c'est d'ailleurs un peu ce que j'ai essayé de décortiquer dans le bouquin. C'était à quel moment ça a merdé. Ouais, un peu ça. À quel moment ça a glissé. Et alors, moi, je considère quand même que j'ai vraiment construit année après année, verre après verre, ma maladie alcoolique. Mais d'où le fait d'ailleurs que c'est si vicieux dans l'histoire. Parce qu'en fait, il y a un truc de construction lente. Et donc, je suis pas tombée dedans, quoi. Je suis pas tombée dedans comme Obélix dans la marmite. Il y a pas de... Hop, un événement traumatique ou un truc et boum, je tombe dedans. Et à partir de ce moment-là, je consomme 12 litres de bière par jour. Ouais. Non, c'est un peu plus subtil. Mais pour autant... Aujourd'hui, mais avec du recul, je me dis qu'il y a des moments où, oui, je savais que je merdais un peu. J'ai plusieurs souvenirs comme ça. Il y a par exemple un moment où... je me rappelle, je suis allée... Non, à ce moment-là, je suis journaliste en radio, du coup. Et ça se passe pas bien avec mon mec de l'époque. On se sépare. Et en fait, ce que je vais faire, littéralement, c'est que je vais noyer mon chagrin dans la DSP, quoi. Vraiment. Et en plus, c'est un moment où je vais voir une nutritionniste. J'ai un peu à cœur de perdre du poids, etc. Et je me rappelle que la nutritionniste me dit, mais voilà, mademoiselle, vous savez, quand vous buvez en soirée, c'est comme si vous dîniez 2 fois. En gros, vous dînez avant, et puis après, vous buvez. Donc, c'est comme si vous dîniez 2 fois. Et moi, je me rappelle que je trouve ça hyper choquant. Je me dis, merde, je déconne de ouf. Comment tu veux que je perde du poids? Enfin, ça, c'est impossible. Et je me rappelle à ce moment-là que du coup, ce que je fais, en fait, c'est que j'arrête de dîner. Et voilà. Et j'arrête de bouffer. J'arrête de bouffer. Alors, j'ai découvert il y a peu de temps que finalement, ça avait un nom. Ça s'appelle l'alcorexie. Donc, en fait, on remplace finalement la nourriture par l'alcool en se disant que on a nos calories. Et je me rappelle à ce moment-là me voir boire plutôt que de manger et me dire c'est cool, je m'effondre pas. Et je sais que je m'effondre pas parce qu'en fait je bois des trucs sucrés, donc j'ai mes calories, quoi. Tu fais les petits calculs ça vend bon après 6 DSP, mais et je me rappelle à ce moment-là me dire je merde un peu quand même là et un peu comme toi, parce qu'à ce moment-là je bois seule.
En tout cas, beaucoup seule. Je bois pas que seule, parce que je sors beaucoup et tout, mais il y a beaucoup de moments où je bois seule. Et tout en me cachant derrière le fait que non, c'est parce que je suis triste, c'est parce que parce que je viens de me séparer, quoi. Mais donc à ce moment-là, et il y a un autre moment assez clé quand même. Et pour autant, est-ce que j'étais malade alcoolique à ce moment-là? Je sais pas. Mais je me rappelle que après mes années de journalisme, je décide du coup d'ouvrir un resto. Et je me rappelle que quand on a les clés du resto, ça y est, on a signé, on a les clés du resto, on est trop fiers, on est trop contents. Je passe les détails de la vie d'entrepreneur, mais bon, c'est quand même un peu... ça... Faut rien lâcher, quoi. Et donc, quand on a les clés, vraiment, c'est le Graal. Et donc, on attaque les travaux tout de suite, vraiment instantanément. Et moi, je me rappelle qu'à ce moment-là, le premier truc que je veux voir installé, c'est la tireuse à bière. Et c'est-à-dire que j'en ai rien à secouer, limite qu'on ait des chaises et des tables, tant qu'on a une tireuse. J'ai une très bonne amie qui me dit à ce moment-là, qui essaie de me faire promettre Charlie, est-ce que tu peux me faire la promesse que tu boiras pas tous les jours au restaurant? Ah oui. Et moi, je me rappelle de lui dire, mais en fait, je fais pas de promesses, je promets rien, moi. Et c'est vrai, je promettais rien, et surtout quand il était pas question quand il était question de consommation. Mais n'empêche que quand elle me dit ça, versus tous mes casse-têtes pour faire venir ce technicien pour qu'il installe la tireuse, je me dis, ouais, peut-être c'est un peu beaucoup là. T'es capable de remuer ciel et terre pour qu'il y ait une tireuse. Pour qu'il y ait aussi de la bière sur le chantier pendant les travaux, quand vous alliez... Ouais, en fait, c'est ça. Non, mais c'est ça. T'as toujours l'excuse, c'est comme quand tu vas déménager avec des potes. Enfin, tu vois, est-ce que vraiment tu déménages ou est-ce que tu y vas pour la bière après? Je sais pas. Ouais, non, mais oui. Et c'est vrai que moi, c'était ma prio. Et sur le coup, je me dis, je suis excitée par le projet, quoi. Et d'ailleurs, est-ce qu'à posteriori, tu penses que l'idée d'ouvrir le resto, au-delà du projet, j'imagine, avec ton super pote et que tu avais trop envie de mener tout, tu penses qu'en fait, au fond de toi, il y avait aussi un peu le truc de c'est cool, quoi. Je vais être derrière le bar et ça va devenir mon métier. Honnêtement, aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Ouais. Est-ce tu l'es posé ou pas? Ouais, je me la pose souvent même. Ouais. Alors, j'aime viscéralement régaler les gens. Vraiment, c'est un truc, je pense, ça fait partie de mon ADN. Et accueillir des gens, les mettre bien, qui mangent bien, qui boivent bien, enfin, c'est un truc vraiment, j'adore ça, quoi. Parce que même sobre, c'est un truc que je continue à adorer et j'ai pu reprendre un peu de service et tout. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime. Pour autant, est-ce que la motivation quand mon pote est venu me chercher en disant on ouvre un resto, quelle a été la part dictée par mon cerveau malade alcoolique, ou en tout cas en voie de l'être, voilà, et je sais pas. En fait, je sais pas. Est-ce que, par exemple, sobre, est-ce que je l'aurais ouvert? Eh ben, j'ai pas la réponse, en fait. Ok. Mais j'aimerais bien me dire que non. Est-ce que c'est pour ça que tu n'arrives pas à avoir la réponse? Parce que tu n'as pas envie de te dire que c'est ça que ça a joué? Je sais pas. En fait, je trouvais ça tellement cool de passer pro d'un truc que j'avais toujours fait chez moi. Il y a un sujet qui m'intéressait, que tu abordes dans le livre à la fin. Tu as été chez la Dicto et la Dicto t'a proposé d'abord en fait, de diminuer ta consommation. Moi, c'est pas l'approche effectivement que j'ai eue et c'est pour ça que ça m'intéresse un petit peu. Pourquoi en fait il t'a proposé cette approche? Ce que ça t'a fait de limiter l'alcool et comment à un moment donné tu t'es dit je préfère quand même tout arrêter? Déjà, j'ai atterri chez la Dicto, clairement, faut le dire, pas par choix. Il y a eu une énième chute et il y a eu, je sais pas si on peut dire ultimatum, j'aime pas trop ce mot, mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il y a eu une chute qui a fait, je pense, encore plus peur que les autres à ma compagne, et qui m'a dit, en fait, tu vas crever là, Charlie. Vraiment, la prochaine étape, c'est que tu vas mourir. Le problème, c'est que si tu meurs, moi, ça va me rendre très triste, et donc je vais me barrer avant. Et moi, en fait, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que je prends un peu conscience que je vais être... parce que c'est quand même un moment où je consomme tellement que je suis très triste. J'en ai des idées noires. Enfin, j'ai clairement des idées noires à ce moment-là. C'est-à-dire que je bois pour littéralement faire passer les journées les plus vite possible. Mais parce que je suis rentrée dans un tel engrenage, en fait, de consommation que toutes les journées se ressemblent, quoi. Et... Ouais. Pardon, parce que moi je t'ai interrompu, mais parce que j'ai peur de perdre le truc, sinon ça va, t'arriveras à faire l'après, ça va. Enfin, je veux dire, à continuer ce que tu étais en train de dire. Mais en fait, c'est vrai que juste on n'a pas abordé un truc rapidement, mais en fait, tu avais une façon de consommer, si j'ai bien suivi, enfin, tu étais plutôt la bonne vivante et c'était plutôt assez joyeux. Ouais, c'était hyper festif. Et puis là, tu es en train de dire ça avait un peu basculé dans un truc noir. Tu voulais passer les journées le plus vite possible. À quel point tu penses que.
c'était l'alcool en fait qui te déprimait, ou est-ce que c'était que tu étais en fait déprimée à ce moment-là? Bah, j'ai toujours beaucoup, beaucoup, beaucoup consommé, beaucoup trop, hein, qu'on se le dise. Mais c'est juste qu'en fait, je pense que les raisons de consommer ont changé. OK. C'est-à-dire que j'ai toujours eu un alcool hyper festif, mais même jusqu'au bout, en fait, j'ai eu un alcool hyper festif, mais ce qui d'ailleurs était hyper fourbe. Parce qu'en fait, moi, j'étais tellement persuadée finalement, mes moments où j'étais complètement bourrée, c'était euphoria, je dansais avec la boule à facettes et c'était la grosse teuf. Sauf qu'en fait, le fait est que dans la journée, quand j'étais toute seule, c'était pas du tout euphoria, quoi. Il y avait rien de sexy là-dedans. Il y avait un truc de... je suis en cuisine, je m'affaire, parce que dans mon resto, je m'affaire et parce que c'est dur et parce que mon associé m'a lâché à ce moment-là au resto. Enfin, là, je bois pour me donner du courage. Je bois pour des raisons qui sont un peu plus sombres que juste faire la fête avec les potes et danser. Et puis, il y a eu ce moment un peu de fracture où mon associé est parti. Et donc, c'est vrai que je me sentais... en fait, j'étais toute seule dans un resto avec une tireuse et avec une liste de tâches longue comme le bras. Et en fait, bah ouais, je faisais mes tâches et je bossais super bien, mais c'est vrai que je bossais avec de la bière, quoi. Et donc, il y avait un peu ce truc-là. Et c'est vrai qu'en fait, au fur et à mesure, le fait de consommer de plus en plus m'a aussi donné des idées noires. Et c'est clairement ça, en fait. Ça a creusé ma dépression. Avant d'atterrir chez cet addictologue, il y a eu quasiment 9 mois de blackout. Wow. Tous les matins, je posais des questions hyper larges, hyper ouvertes aux gens avec qui j'étais la veille. Comme ça, ils me donnaient des petits trucs et je pouvais raccrocher les wagons. Il y avait Mais tu voulais pas être techniques, quoi. Ouais. D'accord. Bah, je voulais surtout tu voulais pas montrer que j'avais oublié. Ouais. Je voulais surtout pas montrer que ah merde, il était là lui. Oula, j'ai oublié, quoi. Non, du coup, je posais des questions un peu larges, quoi, où le but n'était pas uniquement de répondre par oui ou non. Ouais. Et comme ça permettait de raccrocher les wagons que j'avais clairement lâchés. Ouais. Et ça a duré des mois et des mois et des mois. Et en parallèle de ça, évidemment, du coup, donc le moral qui diminuait de plus en plus. Et en plus, je me mettais en danger, même physiquement, quoi. Il y avait un truc... ouais, donc typiquement les chutes. Cette énième chute avec ma compagne qui me dit « Mais en fait, ton problème, c'est pas le resto à faire tourner. Ton problème, c'est pas l'associé qui s'est barré. Ton problème, c'est pas la clientèle. C'est pas les finances. C'est pas tout ça. Non, ton problème, c'est l'alcool, en fait. » Elle me dit « Voilà, tu vas crever. La preuve en est que t'as failli crever, là, en fait. Parce que c'était ce qui s'est passé. C'est qu'en fait, là, il y avait eu une énième chute et la gueule en sang. Et là, quand elle me dit ça, moi, je me dis « Merde, j'ai surtout pas envie de me faire quitter. » Je me dis pas que j'ai un problème d'alcool, mais je me dis surtout que j'ai pas envie de me faire quitter. Mais je me dis que du coup, pour pas me faire quitter, il va peut-être falloir que je lui montre que je l'ai écouté. Et c'est pour ça que j'atterris, en fait, chez un addicto. Je me rappelle de cette première séance et en fait, moi, le déni toujours, mais c'est terrible, hein, c'est terrible ce déni. Moi, je le vois et je le dis, il se pourrait que peut-être je suis un peu trop une bonne vivante. Mais parce que pour moi, je bois pas tous les jours. Je bois pas tous les jours 12 litres de bière. Ouais, il y a des jours où vraiment je bois 12 litres de bière, mais il y a des jours, j'en bois que 3-4. Ouais. C'est pas un sujet, en fait. C'est pas un sujet. C'est pas un sujet parce qu'en plus, il y a un truc un peu pernicieux qui est que je gagne de l'argent aussi en vendant de l'alcool. Un espèce de truc de plus les gens trinquent, plus je trinque avec eux, mais plus je gagne de l'argent aussi. Enfin, c'est fourbe. Et malgré tes accidents, malgré le fait qu'en fait tu buvais un petit peu en cachette quand même, tu te cachais même de ta conjointe du coup. Ouais. Malgré tout ça, tu étais dans le déni absolu du truc. Tu te disais pas, il y avait pas une petite voix à l'intérieur qui te disait. Il y a eu des petits moments où la petite voix elle a popé, quoi. Je me rappelle d'une fois où, par exemple, je faisais de la compta, pas très passionnant, sur mon ordinateur. Ouais. Et mon père m'appelle pour me filer un coup de main, trop sympa. Et je me rappelle il était assez tôt, il était midi. Quelque chose comme ça, 11h30 peut-être. Et je devais avoir ce qui se passe quand on boit, même ne serait-ce que quelques verres. C'est qu'en fait, on a quand même une diction qui est un petit peu altérée. Et je me rappelle de mon père qui me dit « Mais t'as bu ou quoi ?» Et je me rappelle avoir vraiment mon sang qui ne fait qu'un tour. Et de me dire « Ah, je suis grillée. » Et de me dire à ce moment-là « Ok, là c'est peut-être un peu grave quand même. » Parce que je viens de mentir. Parce que du coup, évidemment que je lui ai dit non. Et je me rappelle à ce moment-là, elle m'a dit « Wow !» Et oui, donc chez l'addictologue, donc, je lui dis cette histoire de bonne vivante. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il me dit... il me dit pas grand-chose d'ailleurs, en fait, parce qu'il me dit « Ok, à quel moment vous vous sentez bien ?»
dans la journée. Donc je lui parle de... C'est un peu lunaire en vrai quand tu y penses, mais bon, ça a vachement bien matché parce qu'en fait, encore aujourd'hui, je le vois. Hein, euh, et donc je lui parle de moments où finalement, ce qui ressort, ne sont pas vraiment des moments alcoolisés. Ok. Je me rappelle que je lui parle de ma kiné et je suis contente de faire de la kiné pour mes genoux. Alors, j'ai déjà fait de la kiné ivre morte, je recommande vraiment pas, mais c'est globalement un moment où j'essaie de pas être trop alcoolisée quand même. Euh, je lui parle de moments où finalement, je lui parle du dimanche, qui est souvent un moment où je suis pas alcoolisée, parce que mon restaurant est fermé le dimanche. Et en fait, ouais, je lui parle de ces moments-là, quoi. Et je sors de cette première consultation avec un peu comme mission d'essayer de me passer des verres qui sont pas que je juge pas obligatoires. C'est lui qui te dit de faire. Enfin, comment ça. Ouais, c'est vraiment comme une conversation qu'on a. Et il me dit d'accord, bah alors on se voit très peu de temps après, on se voit 5 jours après ou 6 jours après, vraiment rapidement. Et il me dit est-ce que dans l'intervalle là, vous pouvez essayer finalement d'essayer de sauter certains verres que vous buvez par automatisme ou que vous buvez sans trop y penser. Est-ce qu'il y en a certains que vous pouvez pas essayer d'enlever et voir ce qui se passe? Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais, bon élève, toujours. Ouais. Moi, je m'applique, tu me donnes des consignes, je m'applique. C'est ouf, même dans la conso, quoi. Et en fait, c'est ce qui se passe, mais de plus ou moins 12 litres, du coup, je passe à plus ou moins 3-4 litres. Mais en fait, donc c'est génial, je diminue et c'est quand même très positif. Et d'ailleurs, il ne cesse de saluer mes progrès, quoi, on va dire. Mais à contrario, c'est le moment où moi, je deviens complètement folle. Mais vraiment, je crois que c'est peut-être la période que je voudrais vraiment jamais revivre. Et pourtant, il y a en face 9 mois de blackout, quoi. Mais vraiment, ce moment-là, en fait, c'est terrible. Parce que c'est 2 mois du coup, de tentative de modération, ni plus ni moins. Et c'est 2 mois où, en fait, je négocie en permanence avec mon cerveau. Avec le monstre, en fait, avec la maladie, quoi, dans le cerveau. Mais en mode, ce verre-là, j'ai le droit. Ce verre-là, j'ai pas le droit. Ce verre-là, personne ne le verra. Ah, et pourquoi le matin, je me réveille et je tremble? Et en fait, j'ai des nausées. Et t'avais Et en fait, c'est du manque, ouais. C'est un peu du manque et je me rends compte que tout ça disparaît dès que je bois une bière. Et c'est le moment où, mais ça, je l'apprendrai bien plus tard, c'est le moment où ma maman et ma compagne se disent bon, bah, en fait, on lui laisse plus ou moins 3 mois. Enfin, 3 mois d'ailleurs, on lui laisse 3 mois. Et si ça va pas mieux, bah, on l'hospitalise là, parce qu'elle elle devient givrée, quoi. Enfin, et c'est vrai, je devenais complètement folle. Et jusqu'à ce qu'un beau jour, quoi, justement, je pète un plomb devant mon addictologue et je lui dis, mais en fait, votre truc là de modération, de verre à moitié plein, à moitié vide, je sais pas. C'est pas pour moi. Je connais, je sais pas faire en fait. Et c'est là où je lui dis, je sais pas si c'est ça être malade alcoolique. Alors que jusque-là, on n'avait pas prononcé ce mot-là. Mais peut-être que j'en suis. Et il voulait, lui, t'amener à ça. Parce que, enfin, je comprends totalement ce que tu as pu vivre dans le sens où moi, c'était une souffrance de boire juste un verre ou T'y deux, pensais, etc. en fait, j'imagine. Mais en fait, oui. Et puis, je sais pas, même physiquement, il y a un truc qui se passe où tu as besoin de plus, en fait. Et puis, j'imagine que là, en plus de ça, tu rentres dans un truc un peu obsessionnel. Je trouve ça intéressant qu'effectivement, il t'ait pas orienté tout de suite vers un arrêt total, parce qu'on sait quand même aujourd'hui que la modération pour des personnes qui sont dépendantes alcooliques, c'est quand même très, très compliqué. Peut-être déjà parce que d'un point de vue purement médical et santé, l'alcool est quand même le seul produit où si tu l'arrêtes brutalement, enfin en tout cas un sevrage non accompagné, un sevrage du jour au lendemain peut avoir des conséquences, enfin peut entraîner la mort en fait. C'est le seul produit quand même qui peut faire ça. Donc est-ce que il a fait ça dans ce but-là, ou est-ce qu'il a fait ça pour justement me faire... Et d'ailleurs c'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit en fait moi je voulais que vous passiez par là pour vous rendre compte que dans votre cas, dans le cas d'une personne malade alcoolique, la modération est impossible ou quasi impossible. Et dit, en fait, c'est ça, c'est que vous ne savez pas vous modérer et que la solution, c'est zéro, en fait. Et c'est là où il me dit, bah, en fait, je vais vous donner je vais vous aider. Je vais vous mettre sous traitement pour sevrage alcoolique. Mais ce traitement a une condition, c'est que c'est zéro. Zéro alcool. Et en fait, c'est drôle parce que à ce moment-là, on ne dit pas vous faites le choix du zéro alcool, mais c'est plutôt vu que vous allez être sous traitement, on va ne pas boire. Enfin, on va plus boire. Du coup, c'est toujours essayer de pas te dire, en fait, peut-être aussi ce qui est difficile à entendre pour une personne
dépendante. La première fois, il te dit pas effectivement il faut tout arrêter, il te dit on va modérer quoi. Et là, il te dit pas en fait vous allez arrêter parce qu'il faut arrêter, mais en fait, comme tu dis, vous allez arrêter parce que vous êtes sous traitement. Et quelque part, le caractère définitif, le caractère, en fait, je peux pas faire autrement, etc., vient progressivement. En fait, il t'a laissé arriver finalement à cette prise de conscience à ton rythme, finalement. Bah ouais, un peu, ouais, c'est vraiment complètement ça. Mais d'ailleurs, c'est drôle je suis un peu en train de réaliser parce que je viens d'arrêter mon traitement. Ça fait assez peu de temps, quoi. Ça fait quelques semaines. Et pour autant, je n'ai pas repris l'alcool. Et pourtant, j'ai plus de risque d'un point de vue purement médicamenteux. Enfin, en tout cas, pas par rapport à ce médicament. Mais ce qui est... Évidemment que je ne vais pas reprendre l'alcool, en fait. Mais c'est vrai que ça aurait été il y a peut-être même 2 ans, 3 ans. Si on avait arrêté le traitement, est-ce que finalement j'aurais pas été tentée de reprendre un peu? Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas, ça questionne vachement là-dessus, en fait, parce que j'avais une raison un peu, en tout cas avec ce traitement, globalement, si on boit de l'alcool et c'est ce qui s'est passé malheureusement 2 fois parce que, non pas que j'ai rebu de l'alcool, mais je me suis fait avoir avec des plats qui contenaient de l'alcool et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai été, malade, mais vraiment malade, à vomir et cetera. Mais parce que, totalement incompatible avec les médicaments que je prenais. Mais pour autant, est-ce qu'aujourd'hui, je vais être moins, méticuleuse sur ce que je mange et le fait que ça contienne pas d'alcool? Pas du tout. Non, parce qu'en fait, aujourd'hui, j'en veux plus, quoi. J'en veux plus du tout. Mais c'est vrai qu'avant, j'avais un peu ce truc-là avec le médoc, quoi. C'était une raison de plus. Parce qu'en fait, j'ai arrêté de boire, pas pour moi. Et pendant assez longtemps, quand même. Il y a eu un truc de beaucoup, je tiens bon pour les autres. Mais parce que j'ai aussi réalisé que pour les autres, ça avait été très dur, ces moments de consommation. Et ça, je l'ai réalisé une fois que j'ai arrêté de boire, en fait. Quand je consommais, je me rendais pas compte de, de l'inquiétude que j'ai pu causer, de potentielles souffrances. Parce que je pense qu'on souffre quand on voit quelqu'un qu'on aime se faire du mal. Mais c'est vrai que tout ça... Et donc, il y avait un peu un truc de je me rattrape. Et je tiens bon et je bois pas d'alcool pour eux, quoi. Même si ça me coûte. Et ça te coûtait, ouais, du coup. au démarrage, ça a été terrible. Enfin, moi, je suis pas de la team qui vend un truc facile ou un glow instantané, un truc où on perd 10 kilos et on a une super peau et tout va bien. Je trouve que ce serait un peu mentir, en fait. Enfin, en tout cas, dans le cas de... Je trouve que quand on est malade alcoolique et bien imbibé... En tout cas, moi, au début, j'en ai chié, quoi. Honnêtement, j'en ai un peu chié, quand même. Et je pense que ça a été dur pendant 8-9 mois, quoi. Peut-être t'en as chié aussi parce que, comme tu disais, la décision, elle venait pas de toi au départ. Donc, Non. je pense aussi que... Alors, ça veut pas dire que t'en chies pas quand la décision vient de toi. Mais du coup, quand la décision vient de toi... Enfin, je sais pas comment toi, tu l'as vécu, mais moi, en fait, je me suis dit, maintenant, t'as pas le choix, quoi. Va falloir faire des trucs pour que ta vie, elle soit cool. Parce qu'en fait, je nourrissais aussi l'espoir, en arrêtant de boire, que ma vie deviendrait plus cool, quoi. Sans ça. Ah, c'est drôle, parce que moi, tu vois, pour le coup, il y avait vraiment ce truc de ma vie va devenir un enfer. J'avais peur qu'elle devienne un enfer. Ah, ok. Mais ah ouais, non, ok. j'étais quand même terrifiée à l'idée d'arrêter de boire. Mais je me disais, bon, il y a peut-être un monde, tu vois, où en fait, je vais me redécouvrir, où je vais... En fait, j'étais plus... j'avais pas vraiment de passion, tu vois, de centre d'intérêt. Enfin, j'étais pas animée par grand-chose, en fait, je crois, autre que de sortir et de faire la teuf. Je pense aussi job, pas passion, tout ça, machin. Et donc, en fait, souvent, je me disais... Je pense que même quand j'étais dans l'alcool, je me disais... si un jour j'arrêtais de boire, j'aimerais bien voir ce que ça fait. Et ouais, j'avais cette espèce de... Je sais pas si c'est une intuition, mais ouais, vas-y. Et tu te l'étais dit, est-ce que tu te le disais aussi quand tu consommais? Ouais, quand je consommais, il y a eu des moments où je me suis dit, je me gâche en fait. Ah ouais, ok. Mais tu vois, du coup, c'est vrai que c'est un peu différent. Enfin, nos histoires sont un peu différentes de ce point de vue-là. Si j'ai pas arrêté de boire parce que je me disais je me gâche et je gâche un truc qui pourrait être cool et j'arrête de boire pour pouvoir avoir le truc cool, pas du tout. J'ai arrêté de boire parce que j'ai vu la pente sur laquelle je me situais et je me suis dit là, je suis en train de glisser et ça va devenir la catastrophe. C'est bien que tu te sois vue glisser. Ouais, je me suis vraiment vue glisser, ouais. En fait, ça doit être un peu douloureux à voir, mais n'empêche que c'est bien de se voir quand même. J'avais honte. Je pense que contrairement à toi, peut-être que je me cachais moins.
Ok. Et du coup, quand j'ai arrêté pour moi, parce que je me disais, il faut à tout prix que j'arrête. J'étais convaincue que j'étais incapable de modérer. Et très rapidement, je me suis dit, je suis alcoolique, même si je buvais pas le matin, que j'étais capable de laisser des jours sans boire. Et On peut être malade alcoolique pour un verre de blanc de manière régulière. En fait, je trouve que le bon test, c'est de se dire si j'enlève le verre, qu'est-ce qui se passe, quoi. exactement. Il y a des gens qui vont dire qu'il y a une zone grise et que Non, c'est voilà. des conneries. Vas-y, je te laisse réagir, mais on est d'accord, c'est une connerie. Non, bah, mais moi, j'ai découvert ça en côtoyant des groupes de parole. En fait, bah, c'est drôle parce qu'au début, il était hors de question de mettre les pieds dans un groupe de parole. Enfin, j'étais tellement pleine de préjugés. J'étais franchement pour atterrir dans une cave remplie d'alcooliques qui distillent, l'enfer, n'importe quoi. Bon, n'empêche qu'au bout de 11 mois, quand tu fonctionnes que pour des proches, en tout cas quand tu bois plus, parce que globalement, t'as failli crever, mais que tu tiens bon parce que t'as des super proches, bon, ça tient pas non plus, en fait. Au bout d'un moment, voilà. Et je me suis dit, bon, bah, je vais aller voir je vais aller aux Alcooliques Anonymes. Et je me rappelle de cette première réunion où un gars dit, parce que les gens parlent un peu de leur conso, mais parfois pas toujours en fait d'ailleurs, mais bon là, il y a un gars qui dit: «Oh bah moi je buvais qu'un verre de blanc, hein. Tous les soirs, je buvais un verre de blanc. Mais par contre, si tu m'enlèves ce verre de blanc», alors c'est pas grand-chose un verre de blanc, hein. En plus, il le buvait au resto. Donc c'est pas non plus, c'est pas comme s'il se faisait un verre de blanc, en mode Bridget Jones et en fait Ouais. il vide la bouteille quoi. Non, pas du tout. Non, là, c'était un petit verre de blanc, un petit 13 centilitres quoi, et il dit: «Mais en fait, tu m'enlevais ça». J'avais envie de casser la gueule à n'importe qui et de retourner la table et en fait, il dit donc ouais, je suis alcoolique, mais pourtant je buvais que mon petit verre de blanc. Et moi, ça m'a mis une énorme claque quand j'ai entendu ça, première réunion d'Alcooliques Anonymes. Parce qu'en plus, c'est drôle parce que je me sentais presque illégitime à aller en Alcooliques Anonymes parce que moi, je ne buvais que de la bière. Parce que j'avais fait un coma éthylique quand j'étais jeune. Enfin bon, bref, depuis ce moment-là, je buvais quasiment plus d'alcool fort parce que j'étais intimement persuadée que c'était ça qui m'avait flingué. N'importe quoi. Et donc, je me sentais presque un peu ouais, illégitime en disant ah, moi, je bois que de la bière, c'est pas non plus très fort, etc. Et là, ce gars qui dit non, mais moi, je bois qu'un verre de vin blanc. Ah, mais ouais, en fait, c'est pas une histoire de quantité, quoi. En fait, c'est pas une histoire de quantité. Et c'est pas non plus une histoire de contexte. Les gens qui disent non, mais moi, je suis alcoolique mondain. Ouais, t'es alcoolique tout court, en fait. Il y a pas de nom, en fait. Il y a pas de. Appelons un chat, en fait. Enfin, c'est. Je trouve que c'est. En fait, je trouve ça même presque un peu dangereux de dire. De dire que t'es pas alcoolique parce que. Enfin, ou que t'as pas de comportement addictif, parce qu'encore une fois, on peut. Et d'ailleurs, moi, c'est toujours ce que je me dis quand on parle d'alcoolisme et quand on parle d'alcool. Je me dis toujours pourvu qu'on parle à des gens qui vont s'arrêter avant nous. Ouais. Enfin, genre vraiment. En fait, c'est encore mieux si on s'arrête avant, quoi. Pourvu qu'on n'atteigne pas ces quantités. Mais pour autant, ne nous voilons pas la face sur non, mais moi je picole qu'en soirée entourée. Ouais, mais tu picoles à quel point et à quel point tu peux t'en passer ou pas. C'est quel rapport t'entretiens avec la boisson, à quel point elle est dans ta tête, à quel point elle est en train de dicter les actions et ta façon d'organiser ta vie, à quel point est-ce que tu es capable de partir en vacances dans un endroit où il n'y a pas d'alcool. Et moi je trouve qu'un bon test, mais que personnellement j'ai jamais fait, hein, parce que ça m'aurait même pas traversé l'esprit, et honnêtement même si ça me l'avait traversé, je pense que je l'aurais pas fait, mais c'est de se mettre dans une situation où en temps normal on aurait consommé. Donc genre une soirée, bah, souvent les soirées, mais peut-être un dîner, ça peut même être un repas de famille, parce qu'il y a quand même souvent de l'alcool dans les repas de famille, etc. Se mettre dans ces événements-là et de se dire ce jour-là, je bois pas. Bah, typiquement un événement mondain, ceux qui se disent alcooliques mondains. Mettez-vous dans cette soirée-là et ne consommez pas. Et qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que ça vous manque ? Est-ce que ça vous manque pas ? Est-ce que vous y pensez ? Est-ce que vous y pensez pas ? Est-ce que vous vous trouvez moins flamboyant, comme tu disais tout à l'heure ? Est-ce que finalement la personne que vous donnez ce soir-là est différente de celle d'habitude ? Et moi, je trouve que ça permet d'avoir des bonnes... Mais avant même d'être malade alcoolique, et tant mieux, hein, encore une fois, si on en arrive avant. Mais est-ce que finalement, les conclusions de cette petite réflexion, le temps d'une soirée ou le temps d'un événement, nous font penser que finalement, bah ouais, on a peut-être un rapport qui est un peu naze finalement avec le produit. Est-ce qu'on en est fier de notre consommation ? Est-ce qu'on n'en est pas fier ? Est-ce qu'on se dit que ça nous a manqué ? Enfin, et en fait, ouais, avant même d'être malade, est-ce qu'on a quelques mini comportements addictifs, quoi, en fait, finalement ? À quel point on est piqué, quoi ? Moi, je sais qu'aujourd'hui, je dis pas qu'un jour je pourrais reprendre.
j'aimerais un jour me dire que c'est possible et que je pourrais reprendre et que tout se passerait bien et que je boirais comme le commun des mortels. Mais faut être un peu, enfin en tout cas faut être réaliste. Et moi je sais que dans mon cas c'est pas le premier verre qui m'intéresse, c'est le 12e et la défonce. Mais puis en plus on reprendrait pourquoi du coup? Enfin, Est-ce que tu pourrais te dire, genre, ça pourrait, enfin, je sais pas, c'est des moments peut-être d'euphorie, des moments super intenses que j'ai plus et que j'aimerais retrouver au travers de l'alcool, ou justement tu arrives à trouver de l'intensité ce qui est trop autrement? cool c'est que maintenant moi j'y arrive à trouver ça. Enfin, alors pas au début, hein. Au début zéro intensité, hein, vraiment du down et beaucoup de sieste. Du coup très peur de plus sortir et de plus vivre justement ces moments d'euphorie, ces moments de folie. Mm. Et en fait, aujourd'hui, je les vis, quoi. Et Et tu les vis comment? Enfin, c'est au travers de quoi? C'est quoi qui te fait vivre cette intensité? Moi, c'est un sujet super important pour moi, l'intensité. Je la trouve effectivement différemment, mais tu la trouves dans quoi, toi? moi, ce qui s'est passé, c'est que vraiment, genre, moi qui étais plus très intéressée par grand-chose dans la vie, si ce n'est de picoler entre, alors certes entre amis, du coup, tu as un peu l'impression de, ouais, j'étais un être social et c'était cool. Mais en fait, il n'y avait pas grand-chose autour. Et petit à petit, le fait d'avoir des trucs qui émergent, au départ, le fait de mettre à écrire pour comprendre ce que je ressentais et trouver du plaisir dans l'écriture, me dire tiens je vais créer un podcast et comment je vais le construire. En fait je me suis amusée, tu réfléchis à des nouvelles idées, puis il y a plein de... Et du coup je suis un peu c'est pas gargarisée. C'est ouais, Galvanisée. galvanisé. Je suis gargarisée. Je suis gargarisé. Je suis galvanisée de ces trucs-là, parce qu'en fait, je me dis, ah ouais, tu vois, enfin, et je pense que c'est ça qui m'apporte de l'intensité aujourd'hui. Je pense aussi dans mes relations, alors elles sont différentes aussi. Bon, mes relations amicales, je pense qu'elles sont aussi plus profondes et plus sincères. Ça, c'est pas forcément du côté de l'intensité, mais c'est plus du côté de, en fait, je reconnecte vraiment avec les gens. Et puis ensuite, dans les relations amoureuses, je dirais que l'intensité est différente. Enfin, j'ai fait un épisode sur le dating sobre. Ouais, je l'ai écouté. Tu l'as écouté? Ouais. Celui-là, à vrai dire, j'admire. Mais t'as pas idée. Ah Parce bon? que, moi, je suis pas dans le cas où j'ai eu à dater sobre. Ouais. Alors pour autant, même s'il y a un vrai enjeu à reconnecter avec la personne en étant sobre, qui finalement m'avait jamais vraiment connu sobre. Mais dater sobre, mais t'as toute mon admiration. Parce que qui date sobre, en fait? Ouais. Enfin, qui? C'est hyper courageux et en même temps, il n'y a pas plus belle manière que de nouer des relations. Mais même si ça donne rien, hein, enfin, mais en fait, c'est juste honnête. Et enfin, moi, ton podcast m'a fait beaucoup de bien à entendre ça. Je me suis dit, ah, mais c'est possible en fait. Et par ailleurs, ça donne quelque chose visiblement de beau. Enfin, en tout cas, des belles rencontres, quoi, qui ont l'air plus authentiques. Ouais. Moi, j'avais trouvé plus respectueuse, Oui. d'une certaine manière. Et puis aussi, en fait, et justement du côté de l'intensité, en fait, l'intensité, elle se déplace, enfin, elle a une nature différente, mais ça reste de l'intensité. En fait, j'avais vraiment ce truc-là de, effectivement, c'est un peu transgressif d'être avec quelqu'un que tu connais pas et tu vas faire la tournée des bars et c'est joyeux, c'est festif, nanana. J'avais fait ça à la fête de la musique avec un mec où on a enchaîné, c'est ce que j'ai raconté. Ouais. Et donc du coup, je trouvais ça hyper intense justement. Et je me disais merde, ce truc-là, je vais le perdre. En fait, à la place, c'est le truc un peu, tu retrouves des émois adolescents de genre je suis timide un petit peu et en fait, ça m'a procuré aussi des émotions assez fortes et ça rend aussi effectivement le moment plus vrai. Puis déjà, tu te souviens de tout. Donc, je trouve ça quand même assez cool le lendemain de pouvoir te remémorer des moments que tu as passés avec la personne plutôt que juste des feelings assez imprécis. Et puis, ouais, à nouveau, ce truc-là de cette petite timidité, ce truc de est-ce qu'il va me proposer quelque chose après, etc. Ça avait généré une excitation un peu différente et une autre forme d'intensité. Mais voilà. Super. L'intensité. Ouais, l'intensité, c'est un truc aussi important pour toi. Oh, tellement important. Moi, je suis drivée par l'intensité. C'est mon carburant, quoi. C'est vraiment un truc... on en rigole d'ailleurs, on dit toujours que je veux toujours plus. Et sans alcool, il peut y avoir de l'intensité. Et il y en a d'ailleurs de l'intensité, c'est pas il peut, c'est qu'il y en a. Alors, comme je disais tout à l'heure, pas instantanément, mais
Mais en fait, l'intensité, on la trouve dans plein d'autres choses, finalement. Moi, aujourd'hui, j'avais terriblement peur, ce dernier verre à la main, de me dire qui suis-je, en fait, sans alcool? Il y a un truc un peu de se dire, vraiment, je vais perdre un bout de moi. Et accessoirement, je vais perdre la partie la plus fun, en plus. Enfin, vraiment, ce truc de... Et c'est vrai que moi, j'ai eu tout de suite à cœur de continuer à sortir, etc. Parce que sinon, je me disais, bon, bah, en fait, autant rentrer dans les ordres, quoi. Arrêter de boire, ne plus sortir, enfin, c'est trop radical. Je peux pas, c'est pas possible. Et donc, c'est vrai qu'au début, enfin, même encore maintenant, en fait, je sortais beaucoup, je continuais ce rythme-là. Mais c'est vrai qu'au démarrage, il y avait un truc un peu de. Je voulais continuer ma vie, mais finalement, j'étais un peu spectatrice, quoi, de tout ce qui se passait. Et c'est vrai que je me rendais plutôt compte du moment où l'alcool manquait, finalement. Je dansais plus parce que j'avais plus de courage liquide et que je pensais à mon corps et que je me trouvais nettement moins désirable sur une piste de danse. Ouais, je voyais presque plus où ça me manquait. Là où, depuis que j'ai arrêté, en fait, je vis plein, plein, plein de premières fois sans alcool qui sont tellement fabuleuses. Et pour le coup, l'intensité, elle est là. Et ça peut aller c'est vraiment plein de petits trucs, hein, mais ça peut être ma première fois que j'ai dansé, on est sur la danse, première fois que j'ai dansé sans alcool. Franchement, c'est bien plus intense et beau que de danser avec alcool. Il y a vraiment ce truc de... Franchement, je me sentais Beyoncé post-Super Bowl, quoi. Vraiment un truc... Ouah, ouais, trop puissante. Mais parce qu'en fait, c'est un truc qui m'appartient qu'à moi, quoi. Un espèce de truc de moi et moi seul et la musique. Et je me lance parce que ça me demande un peu de courage, mais qu'en fait, une fois que je l'ai fait, qu'est-ce que je suis heureuse. Euh, j'ai été restauratrice, ça me paraissait totalement insensé. Enfin, j'ai vendu le resto en étant quand même sobre, mais c'était compliqué. Des années plus tard, enfin 1 an et demi plus tard, j'ai repris du service. Alors ça s'est fait de manière, c'était pas prévu et c'était bon. J'ai répondu à une demande en gros d'un pote en galère, quoi. Bah l'intensité, parce que c'est l'adrénaline quand même le service, Mhm. et surtout quand on est derrière le bar. Cette intensité-là, de la vivre, enfin ce rush, ça m'a procuré une telle joie. Enfin, là, pour le coup, il y avait. Ouais, en fait, c'est ces moments en pleine conscience d'un espèce de truc où en fait on est presque dans une euphorie. En fait, on est presque un peu. J'aime pas trop le truc de dire je suis ivre sans être bourré. Enfin, Mhm. je suis ivre même sobre. Je trouve que c'est un peu ésotérique pour moi ça. Mais Ouais. il y a. Ouais, il y a un espèce de statut de légèreté en pleine conscience et tout en étant assez fier. En fait, c'est la fierté aussi. La fierté de faire ça en étant sobre, Mhm. euh, c'est quand même, je trouve qu'en termes de ressenti, c'est hyper puissant. En fait, c'est vraiment très très puissant. Première fois que j'ai fait l'amour sobre, Mhm. c'est j'étais terrifiée, mais un peu comme ce que tu disais tout à l'heure, un peu comme Mhm. presque un peu comme une ado, quoi. Un truc un peu, oh Ouais. là, je sais. Et, et en fait, c'est mais magnifique, bah, ne serait-ce que d'un point de vue purement touché, enfin que tous les sens soient réveillés sans être étouffés par une substance. En fait, tout était plus précis, plus intense, en fait. Même si j'étais honnêtement un peu terrifiée au démarrage parce que je me disais, mais en fait, est-ce que vraiment j'aime ça du coup? Est-ce que c'est l'alcool qui met ça? Enfin, un espèce de truc un peu Ouais. de. Ouais. Même de re-questionner certains trucs, quoi. Mais, Mhm. mais en fait, les sensations, elles sont 1000 fois mieux, quoi. Et ça va pour tout, en fait. Je trouve qu'il y a vraiment un truc de ça va pour tout. Mais même, ça peut aussi aller de l'écoute écouter un album que tu as toujours écouté, mais que tu l'as souvent écouté, par exemple, en soirée, un peu alcoolisé, etc. Et tu le réécoutes en étant sobre. Alors, certes, je pense pas qu'il faille espérer vivre exactement la même chose. Ouais. Parce que ce serait un peu se voiler la face quand même. Enfin, faut être un peu réaliste. Même si moi, pendant longtemps, je me suis dit non, mais je vais vivre exactement la même chose, je vais continuer à sortir et ce sera tout pareil, mais sans alcool. Non, en fait, c'est pas exactement pareil et ça le sera jamais, mais en fait, tant mieux. Tant mieux. Quand je réécoute cet album que j'ai écouté qu'en étant un peu bourré, bah en fait, je le vis différemment et probablement que je le vis vachement mieux, quoi. Il y a plein de petits trucs, en fait. Et moi, toutes ces premières fois, je les adore. Il y avait tellement de choses pour lesquelles je m'étais totalement construite avec l'alcool qu'il y a quand même beaucoup de choses à vivre pour la première fois sans.
Et même par exemple un pote, un ami que je vais avoir depuis très très longtemps, à quel point est-ce que j'avais passé 2 jours avec lui un week-end Mmh. sans boire Ouais. et voir ce que c'est que de vivre cette relation amicale sans alcool tout le temps d'un week-end. Enfin, en fait, ça va vraiment plein de petits trucs, hein. Ouais. Découvrir un pays sans ce prisme de l'alcool, se faire un restaurant fancy sans boire de l'alcool à ce moment-là. Enfin, en fait, c'est plein de micro trucs. Ouais. Euh, mais moi qui ai toujours cherché justement vraiment le plus, toujours plus, toujours plus. Moi, c'est-à-dire que tant que le soleil n'est pas couché et qu'il fait pas nuit Mmh. noire, je ne pars pas, en fait. Mmh. On profite encore, quoi. Et je suis toujours la dernière à partir de la soirée et je déteste les au revoir. Mais en fait, finalement, cette intensité, ce truc de jusqu'au bout, jusqu'au boutiste, en fait, on peut le trouver, on peut en profiter, y compris sans. Et ça, c'est quand même. Et puis par ailleurs, on trouve aussi, et on cherche plus que de l'intensité aussi. C'est ça qui est Oui. bien, en Ouais. fait. Euh, Je cherche plus de profondeur aussi, Ah bah oui, par exemple. bah ouais, carrément. Enfin, je sais pas toi ce que t'en penses, mais je Ouais, pense ouais, si, que, c'était orienté. je pense que, enfin, moi j'ai de la chance parce que je considère, enfin en tout cas, je me considère chanceuse, c'est que mon groupe de proches a finalement pas tant bougé que ça. Alors il y a quelques personnes que je vois beaucoup moins, voire plus du tout, mais parce qu'en fait, je me rends compte que bah, qu'à part l'alcool, on n'avait peut-être pas grand-chose à se raconter, quoi. Mmh. On se voyait beaucoup pour boire et faire la fête, mais que finalement, voilà, une fois qu'on enlève ça, bon. Euh, mais je suis tellement contente de retrouver mes amis, d'avoir des vraies conversations avec eux. Bah, honnêtement, je me trouve une meilleure pote, quoi, hein. De ouf. Je vois Ouais, tout à fait ce que tu veux dire. Ouais. enfin, je sais pas, j'ai l'impression de les écouter vraiment et pas être dans l'après. J'étais très peu dans le moment présent, Mmh. alcoolisé, Bien alors que sûr, ouais. maintenant, en fait, c'est ça aussi. C'est qu'avant, je cherchais toujours plus, toujours plus, toujours plus, toujours plus d'intensité, toujours plus d'aventure, toujours plus de Mmh. dinguerie, quoi. Euh, Là, aujourd'hui, je trouve et ça fait un peu vieillissage, c'est peut-être un peu con, mais n'empêche qu'aujourd'hui, je suis très heureuse dans l'instant présent aussi, en fait. Et ça, je l'avais pas. J'étais toujours dans l'après. Qu'est-ce qu'on va faire après? Mmh. Comment on va kiffer encore plus? J'ai envie de raconter juste un truc qui m'est Ouais, arrivé, vas-y. juste pour rebondir sur ce que tu dis. Exactement. Et tu as raison qu'en fait, il y a toujours des petites choses qui nous viennent, en fait, comme tu dis, en fait, je pense qu'effectivement, ça n'a pas besoin d'être nouveau pour être une première fois, effectivement, sans alcool, parce qu'il y a plein de choses dans le quotidien qui peuvent être toutes simples. Et moi, récemment, ça faisait longtemps, en fait, que je faisais plus trop des comparatifs avec alcool, sans alcool, Ouais. etc. Ça m'a un peu quitté les derniers temps, mais je trouve ça toujours assez chouette quand ça revient. J'étais en week-end chez des potes avec qui j'avais tendance à m'alcooliser beaucoup aussi. Et je pense que c'était la première fois que je passais un vrai week-end avec eux, comme tu as dit, aussi sans alcool. Puis à un moment donné, on s'est baladé, on a été dans un cimetière. Oh, Il, drôle il de faisait balade. très. Mais pourquoi pas? Ça peut Bon, être très joli, après, un cimetière. c'était très joli, il était très champêtre, c'était un peu à la sauvage. Je me suis assise sur un banc, il y avait du soleil, etc. Et en fait, j'ai mis vachement de temps à redécoller du banc. Il y avait une partie de la bande qui avait déjà décollé pour aller au bar, en fait. Et du coup, moi, je suis arrivée tranquillement au bar après eux pour l'apéro de 11h30, midi, quoi, juste avant de passer à table, au déjeuner. Et, à ce moment-là, quand effectivement on s'est installé, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'avant, j'aurais voulu, ouais, bon, c'est bon, allez, on a vu le cimetière, Ouais, t'es dans allez, hop, hop, l'après. hop, hop, après. Et là, genre, juste de me poser, ça fait aussi un peu vieillissage spirituel ou ce que tu veux, mais genre, je me suis juste posée, j'étais là, j'étais même pas sur mon téléphone aussi, qui est aussi un autre sujet, mais bon, voilà. Ouais, Mais ça peut être une bonne fuite aussi, ouais. qui peut être une belle fuite, mais là, justement, j'étais vraiment dans le moment présent. J'étais, attends, j'étais vachement bien et tout machin, et j'étais pas effectivement en train de me dire, et parce qu'en fait, pourquoi t'es pas dans le moment présent? Parce qu'en fait, en réalité, tu penses généralement à l'alcool et à À comment tu ta vas soirée, t'alcooliser à ton. le coup d'après, quoi. Ouais, et à comment te rendre légère. T'arrives même pas à profiter du moment, en fait. Il y a un Mm. truc un peu de l'après, ouais. Mm. Bah, moi, aujourd'hui, du coup, ça fait un peu plus de 4. Ça fait 4 ans et demi, en gros, que j'ai arrêté de boire. Et je décortique un peu, alors, sans pour autant que ce soit pile 1 an, pile 6 mois, pile machin. Mais je décortique quand même un peu ces années. La première année, un peu de brouillard quand même. Beaucoup de siestes, un Mm. peu de brouillard et ce truc un peu d'essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi. Enfin, qu'est-ce qui vient de me tomber sur la tête et pourquoi moi et pourquoi tout ça.
La deuxième année de sobriété, mais sans vouloir pour autant parce que tout ça, voilà, hein, c'est quand même assez fluide, hein, on n'est pas non plus arrêté, hein. Mais, la deuxième année, j'ai été, rattrapée par justement ce souhait de me rattraper. Heu, en Tu veux fait dire de te de rattraper aux yeux des pour les Ouais, autres, ouais. en fait de réaliser un peu, l'inquiétude que j'avais pu causer, auprès de mes proches. Réaliser un peu, bah, en fait, j'ai été un peu rongée par la culpabilité. Alors, tout en étant, du coup, beaucoup moins dans le brouillard, parce que finalement, le sevrage se passait enfin, c'est était passé, j'étais beaucoup plus sereine dans mon abstinence. Enfin, je trouve qu'au bout de quelques mois, quand même, on est beaucoup plus serein, on a beaucoup moins d'envie et cetera. Mais il y avait un peu ce truc de je voudrais me rattraper maintenant. Mmh. Maintenant qu'en gros ça va, maintenant que je tiens bon, un peu plus d'un an, je crois que je voudrais me rattraper. Et j'avais vraiment ce truc de je veux être une super copine, une super pote, je veux, montrer que je peux faire des choses maintenant, que en fait ça y est, je suis un peu pris en main, quoi. Mmh. Et en même temps, tout ça en parallèle d'une colère. Une colère assez folle de se dire, parce qu'en fait, j'avais passé un peu le premier temps à essayer de décortiquer le pourquoi. Et en plus d'ailleurs, on trouve jamais vraiment pourquoi. D'ailleurs, mon livre s'appelle «Et toi, pourquoi tu bois?» mais Tu sais pas il forcément, pourrait y en avoir mille ouais. autres raisons. Enfin, Mmh. en fait, ce sont mon pourquoi, mais mon Mmh. pourquoi est pas forcément celui des autres. Mmh. Et même si je pense que ça résonne toujours, évidemment, Bien sûr, ouais. c'est évident. Mais c'est vrai que c'est pas enfin, c'est une maladie. Et ce qu'on explique des maladies, pas toujours, quoi. Il y a Mmh. ce truc-là. Mais il y avait un peu de colère. Il y avait un peu de colère. J'étais vénère un peu, en fait. Un peu énervé contre tout, quoi. De se dire, ah, pourquoi ça me tombe sur la gueule, quoi. Donc tu étais quand même encore à ce moment-là, peut-être un peu dans le regret de pas pouvoir boire? Je pense que je rêvais toujours un peu du moment où je pourrais reboire un verre. Mmh. Parce que tu voyais ça comme une punition de pas boire, à ce moment-là encore? Hem, Bah, je voyais ça comme quelque chose qui objectivement apportait du bien, parce Ouais. que les gens s'inquiétaient beaucoup. En fait, je le faisais encore beaucoup pour les autres. Mmh. Je le faisais encore beaucoup pour les autres. Il y avait un truc de je tiens bon pour les autres. Même si c'est aussi le moment où j'ai quand même commencé à côtoyer des groupes de parole. Heu et et en côtoyant des groupes de parole, c'est là où j'ai réalisé ce que j'avais à y gagner moi, en fait, à rester sobre et à continuer dans cette voie-là. C'est en fait, c'est ce qu'on dit un peu d'ailleurs dans les groupes de parole, c'est que c'est pas tout de pas boire. Ce qui est bien, c'est de bien vivre sans alcool, Ah ouais, en c'est clair. fait. Bien sûr, ouais. Et en fait, si c'est ne pas boire, mais être, plongé dans ses ressentis, dans ses sentiments, dans ses impressions, dans nourrir un peu de la culpabilité, justement, nourrir un peu de colère, du ressentiment envers d'autres gens, si c'est pour être un peu rongé comme ça, c'est un peu naze, en fait. Mmh mh. Alors c'est super, tu bois plus et tu te flingues plus la santé. Pour autant, est-ce que tu es heureux? Bah, c'est ouais, c'est pas ouf. Pas dingue, en fait. Mmh mh. Et c'est ce qui s'est passé, beaucoup plus ces derniers mois, en fait, d'ailleurs. C'est que là, maintenant, depuis, mais je pense que depuis quoi? Peut-être une petite année, je suis tellement plus douce avec moi. Hem, j'ai arrêté d'essayer de chercher des raisons. Mmh. Et en fait, je suis très sereine, en fait, maintenant avec, enfin très sereine, tout en restant prudent, hein, quand même, hein, mais je suis beaucoup plus sereine avec ma sobriété. Alors certainement aussi parce que j'ai moins d'envie, Mmh. que ça me fait, vraiment ni chaud ni froid de voir des gens boire et voire même d'ailleurs j'apprécie vraiment la compagnie des buveurs. Mais ça depuis le premier jour, mais là aujourd'hui je les vois et j'apprécie sans jalousie. Mmh. Heu, mais en fait ce qui s'est passé, c'est que j'ai pris conscience qu'aujourd'hui je suis très fière d'être sobre. Hem, là où avant c'était un peu subi, j'étais sobre pour les autres, j'étais sobre parce qu'il fallait, parce qu'il y avait un Mmh. traitement, parce que sinon j'allais mourir en fait. J'étais sobre parce que, pour tout un tas de raisons, quoi. Là, aujourd'hui, je suis sobre et j'en suis très fière, en fait, et je le fais pour moi. Sauf les jours compliqués, où les jours compliqués, c'est très bien de regarder son compteur et de se dire qu'on n'a pas envie de le mettre à zéro. Mmh. C'est très bien de se dire que ça tient pour telle ou telle personne. Et les jours compliqués, il faut trouver toutes les béquilles possibles. Mmh. Et il y en a encore de temps en temps, heureusement, de quasiment plus, en fait, Mmh. mais il y en a encore quand même. Et en fait, aujourd'hui, j'éprouve une réelle fierté. Et ça, c'est nouveau. De, de, de nager à contre-courant et de trouver ça assez stylé, en fait. Et puis en plus de s'accorder beaucoup plus de douceur, d'être beaucoup plus,
bienveillant et patient aussi. De s'écouter beaucoup mieux. Moi, pareil, typiquement la 3e année, il y a eu un truc où je me suis dit, bon, maintenant, il est temps de prendre soin de moi. Et tu te mettais des injonctions Ouais, un peu. Bon, bah voilà, j'ai cherché les raisons, j'ai été un peu en colère, maintenant je vais prendre soin de moi et puis tout ira mieux. Mais sauf qu'en fait, au démarrage, je prenais soin de moi, mais pas de la meilleure des manières, quoi. J'allais faire des massages. Ça, c'est débile d'aller faire des massages. Enfin, non, c'est super d'aller faire des massages, mais c'est pas comme ça qu'on prend soin de soi. Enfin, en tout cas, pas que, quoi. Il y a eu un truc un peu de... Bon, bah maintenant, je m'autorise à m'écouter un peu plus et à être à l'écoute de ce que je ressens et de se dire que c'est OK, en fait. Et ouais, peut-être que ça dépasse, peut-être que ma colère est plus forte que la tienne, mais bon, bah, elle est comme ça. Et en fait, elle est beaucoup plus douce envers ce que je pouvais ressentir, justement. Est-ce que tu vois un ou une psy? Ouais. Et est-ce que tu as commencé avant d'arrêter de boire ou Ouais. Ouais, ok. Mais d'ailleurs, c'est fou parce que j'avais beaucoup menti à ma psy, en fait. Ah, mais oui, c'est en plus. Ce qui est quand même très, très contre-productif de payer quelqu'un et de lui mentir. Ouais. Mais ouais, bah, elle est tombée un peu des nues, elle, hein, d'ailleurs, quand je lui ai dit que... Elle avait toujours entendu parler de mon côté très bonne vivante, mais elle est tombée un peu des nues quand je lui ai vraiment dit que, bah, en fait, voilà ma consommation. Quand elle m'a vu la gueule en sang, en fait. Parce que je suis arrivée avec des balafres et tout, elle s'est dit, qu'est-ce que c'est que ça, en fait c'est quoi, c'est ça? Et là, du coup, bon... Mais je te posais la question parce qu'effectivement, d'en prendre soin de soi, il y a ça aussi. Et moi, c'est arrivé après, pour le coup, tu vois. Mais prendre soin de sa santé mentale, quoi, ça va peut-être un peu de soi, mais c'est une façon, effectivement, de... Et ça va pas tant que soin... Enfin, ça va pas tant que ça de soi. Oui. Parce qu'en fait, moi, je trouve que on peut vraiment poser le verre et arrêter de boire sans faire ce travail. Oui, je suis d'accord. Et c'est un peu ce qui se passe les premiers mois, en fait. Parce que c'est tellement déjà un tel chantier qu'on va pas en plus entreprendre ce travail. Carrément, c'est trop. Franchement, sois déjà hyper fier d'arrêter de boire, en fait. C'est clair. Mais je trouve que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on en fait derrière, quoi. Et par ailleurs, je pense pas que ça peut tenir longtemps de pas boire si on fait pas ce travail derrière. Parce qu'en fait, sinon, tout est perçu comme une frustration. Ça veut dire qu'on est toujours puni de pas boire. C'est plus un choix. Alors que là, aujourd'hui, finalement, je considère que j'ai pas choisi d'arrêter de boire, moi, mais aujourd'hui, par contre, je choisis de rester sobre. Est-ce qu'aujourd'hui, alors ça peut sembler, je sais pas à quel point c'est pas, c'est un peu limite comme question. Est-ce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle va dire? Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, moi, il y a un petit côté de moi où finalement, je regrette pas vraiment ce qui m'est arrivé, dans le sens où aujourd'hui, j'en fais quelque chose et ça donne un certain sens à ma vie. En fait, c'est rien de plus beau, a priori, quand même. Bah, c'est un truc un peu merdique d'en faire quelque chose de très beau. Moi, je trouve ça... Et donc, moi, je regrette pas ce truc merdique aujourd'hui. Est-ce que toi, tu reviendras en arrière, tu t'effacerais ces années d'alcool et... Non, parce que j'ai fait des trop belles rencontres pour aussi, ça. Ouais. Mais la partie négative, est-ce que quelque part, aujourd'hui, t'en fais pas justement quelque chose de beau et... Si, ouais, bah justement, au début, je pense que... Au début, quand j'ai arrêté de boire, il y avait beaucoup ce truc-là de « Oh là, qu'est-ce que je pourrais refaire, quoi, pour éviter de merder, à quel moment... Non, aujourd'hui, honnêtement, si c'était à refaire, je ferais tout pareil. Je ferais tout pareil. Alors, évidemment que j'essaierais qu'à la fin, l'histoire se finisse pas tout à fait pareil, quand même. Il y a un petit truc d'effet papillon. Mais je suis contente de voir que... Pour le coup, je suis pas fière d'être malade alcoolique, pas du tout. Mais je suis fière d'être sobre, parce que ça, pour le coup, c'est un choix. J'ai pas choisi d'être malade alcoolique, mais j'ai choisi d'être sobre. Et je suis heureuse de me dire que finalement, d'une expérience un peu malheureuse, on peut en faire quelque chose de... On peut aller parler à des gens, essayer de... À notre échelle, hein, parce qu'on va pas changer, surtout en France, on va pas changer la consommation. Enfin, on peut, en fait, mettre on peut essayer de faire des petits bouts de chemin, essayer de faire avancer un peu, faire bouger un peu les mentalités, et essayer de planter des petites graines. Et ça, ce sera déjà super, en fait. Et ça vient... mais ça, c'est trop bien. C'est trop bien déjà que toi... Enfin, toi, t'as commencé hyper tôt le podcast. Il y a un truc un peu... tu vois, moi, j'avais pas l'énergie. Hein. Je pense que c'était vraiment je l'ai fait pour moi, vraiment, au départ, tu vois. Enfin... Bah, c'est génial. Parce qu'en fait, aujourd'hui, t'aides aussi des gens. Ouais, et en fait, c'est arrivé après coup et j'ai fait genre, ah ouais, ça aide des gens. Ah ouais, donc c'est super. Et j'imagine que ce qui t'encourage aussi à le continuer, c'est aussi les messages que tu reçois. Ouais.
Ouais, complètement. Le fait de... Il y a un mélange de plein de choses. Je trouve ça juste trop chouette de parler de non, mais ça. par ailleurs, non, mais c'est clair. Tu vois, enfin, et puis on n'a pas l'occasion non plus... Enfin, moi, dans mes cercles, j'ai pas non plus des gens qui étaient au même stade que moi, etc. Donc, tu vois, là, de pouvoir partager avec toi, c'est quand même un moment aussi... Le moment en tant que tel est juste chouette, tu sais, de dire ah ben oui, ah moi pareil. Enfin, tu vois, il y a un truc un peu sympa, quoi, je trouve. Et puis ensuite, mais évidemment, surtout, c'est le côté... ouais, en fait, tu te rends compte que ça a une vraie utilité, que tu as des gens qui te disent, soit, alors, quelquefois, des gens qui te disent j'ai arrêté de boire grâce à ton podcast. C'est rare que ça aille jusque-là, mais quand tu reçois ça, là, tu fais waouh. Ah ouais, je pensais pas que je pouvais avoir un impact aussi important. Et voir, ou sinon, j'ai arrêté de boire, c'est souvent ça, j'ai arrêté de boire et j'écoute ton podcast et ça me fait beaucoup de bien. Ou je suis en train de réfléchir à le faire, mais j'écoute ton podcast et ça me... Enfin bref. Et là, du coup, ça donne une bonne raison de continuer. Et en fait, on se dit que ce qu'on fait n'est pas vain, quoi, a priori. Même si je trouve que quand on le fait, il y a toujours un peu de ce truc de se dire mais qui suis-je Qui suis-je pour faire ça? Et en même temps, moi, je sais que ce qui me fait tenir aussi, en fait, hein, d'ailleurs, parce qu'en fait, il y a une forme d'engagement, que ce soit avec un livre ou avec un podcast. Il y a une forme d'engagement moral presque avec son lecteur ou son auditeur. Enfin, il y a un truc un peu de se dire je peux pas rechuter aussi pour ces gens. Complètement. Ouais. Quelle serait ma valeur si... Ça, c'est ça aussi qui change avec les années. Je m'accorde beaucoup plus de valeur qu'avant. Ah. Vraiment beaucoup plus de valeur. Parce que tu vois, je me rappelle que jusqu'à... Il n'y a pas si longtemps que ça, j'avais parfois, alors heureusement pas très souvent, mais j'avais parfois des moments où, par exemple en soirée, en soirée, tout le monde danse, tout le monde boit, chacun fait sa life, quoi, en gros. Et je me rappelle, par exemple, de me retrouver face au buffet de boissons, enfin au bar, quoi, et de me dire, mais là, en fait, si je buvais un verre, personne ne le verrait. Et de penser ça, c'était quand même un truc où finalement, je m'accordais à moi-même, y compris sans compter le regard des autres, assez peu de valeur, quoi, de me dire qu'en fait, si personne ne le voit, c'est que c'est OK. Aujourd'hui, rien que pour moi, je le ferais pas, quoi. Mais tu te respectes, en fait. Tu te respectes, c'est pas le bon... beaucoup plus de valeur, mais quoi. Et je suis aussi beaucoup moins tournée vers le passé. Même si finalement, dans le livre, je parle beaucoup du passé, je parle pas de l'après. Ouais. Je suis beaucoup plus tournée vers ce qui peut se passer maintenant. Est-ce que aussi ta sobriété, je pense que j'ai un peu la réponse, mais ta sobriété, tu as envie effectivement de continuer à en faire quelque chose et d'aller peut-être plus loin encore aussi d'ailleurs? Oui. En tout cas, à l'instant T, oui. Ouais, pourquoi pas aller... en fait, quand je donne quelques conférences auprès de jeunes notamment, enfin même pas que des jeunes d'ailleurs, auprès de tous les publics, et que je me dis qu'on peut faire qu'en fait, en racontant son histoire, on peut aller montrer aux autres que ça n'arrive pas qu'aux autres, justement. Que c'est pas une histoire de cassos, que d'être alcoolique, etc. Je me dis toujours, j'ai l'impression à mon échelle, encore une fois, au début, je me disais, oh là là, mais je vais les plomber, les gens, ça va être l'enfer, et ils vont trouver ça pénible. Et en fait, moi, je crois très très fort dans le pouvoir de cette prévention un peu douce, un peu de se dire, voilà, c'est quelqu'un qui nous partage son histoire. De fait, j'ai pas la même vie que cette personne. Mais en fait, si plus tard, à un moment, je me retrouve en difficulté, ou si même un proche d'ailleurs, parce qu'en fait, heureusement, il y a moins de malades alcooliques que de proches de malades alcooliques. Si un jour, je vois que j'ai ma tante, ma cousine, ma mère, peu importe, qui consomme, ça me fait penser à cette conférence que j'avais entendue. Là, en fait, je me dis, c'est cool. En fait, c'est de la prévention douce, quoi. On y pense, mais on y pense sans se prendre la tête. On y pense dans les moments qui seront peut-être les plus importants. Et c'est ce que j'espère vraiment à mon niveau faire. Mais en tout cas, ça je trouve ça... je suis très contente de faire ça aujourd'hui. Je suis très heureuse quand je sors de ces moments d'échange. Parce qu'en fait, d'ailleurs, souvent, je préfère que ce soit des moments d'échange plus que des moments de conférence. Et un peu égoïstement, par ailleurs, je crois que ça m'apporte autant que ce que je donne. Merci Charlotte. Merci beaucoup à toi. Merci pour l'invitation.